Vous pensez connaître cette histoire? 23 coups de poignard, la chute d'un tyran et de grands discours sur la liberté. Mais les manuels d'histoire passent sous silence ce qui a commencé dès que le corps de César eut refroidi. La mort du dictateur n'a pas apporté le salut. Elle a ouvert les portes d'un véritable enfer. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons l'envers de la plus grande trahison de l'Antiquité. Vous apprendrez comment des justiciers se sont transformés en pillards avides, réduisant des villes en cendres. Nous raconterons comment un jeune homme maladif de 18 ans, considéré par tous comme un faible, a déjoué les généraux les plus aguerris et noyé Rome dans le sang, comme César lui-même n'aurait jamais osé l'imaginer. Des faits à vous glacer le sang vous attendent. Des têtes tranchées sur la place principale, des épouses perçant de leurs épingles à cheveux la langue d'ennemis morts, et des fils trahissant leur père pour un héritage. C'est l'histoire de la passion folle d'Antoine et Cléopâtre qui leur a coûté la vie, et comment une simple signature sur un parchemin a anéanti toute une époque. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre. Parfois, la liberté coûte bien plus cher que la tyrannie. Respirez cet air. Vous le sentez? Il est lourd, vicié, métallique. Ce n'est pas l'odeur de l'encens qui enveloppe habituellement le Sénat. C'est l'odeur de la peur, mêlée à celle du sang frais répandu sur le marbre froid. Bienvenue au théâtre de Pompée. Mi-mars de l'an 44 avant notre ère. Midi. C'est ici, dans cette salle majestueuse, que l'histoire vient de prendre un tournant qui coûtera la vie à des centaines de milliers de personnes. Regardez ce sol, il est collant. Des flaques pourpres s'étalent, remplissant les joints entre les dalles, et s'y reflètent les visages effrayés de ceux qui, il y a une minute encore, se faisaient appeler « pères de la patrie ». 23 coups de poignard. 23 trous dans le corps d'un homme qui se croyait l'égal des dieux. Mais les dieux ne saignent pas, et Jules César gît maintenant au pied de la statue de son pire ennemi, réduit à un amas de chair meurtrie. Une ironie mordante. Pompée le Grand, qui a perdu face à César de son vivant, contemple désormais de ses yeux de pierre sa mort pathétique. La pierre morte a vaincu la légende vivante. Mais rembobinons un peu le film. Regardez ces visages. Les voyez-vous? Ce ne sont pas des héros d'affiche, ce sont des hommes effrayés. Des poignards sont cachés dans leurs toges, mais leurs mains tremblent. Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus, Decimus Brutus, des noms que vous avez l'habitude d'entendre avec révérence. Mais maintenant, dans ces dernières minutes avant le coup, ce ne sont pas des tyrannicides, ce sont des conspirateurs. Ils ne sont pas seulement motivés par l'amour de la liberté, comme ils le crieront plus tard, mais par une envie banale, un amour-propre blessé et la peur. La peur que demain, leur pouvoir ne devienne une fiction. César entre dans la salle. Il est calme. Il a l'habitude de gagner. Il a écarté d'un revers de main la liste des noms des conspirateurs qu'on lui a glissés en chemin. « Je la lirai plus tard », a-t-il dit. Un plus tard qui ne viendra jamais. Il s'assoit dans son fauteuil doré. Dictateur, vainqueur, Dieu vivant. Autour de lui, le cercle se referme. Cela ressemble à une requête ordinaire. Lucius Tillius Cimber saisit sa toge, l'arrachant de son épaule. Ce n'est pas une demande, c'est le signal. « Qu'est-ce que c'est? De la violence ?» crie César. Dans sa voix résonne encore l'habitude de commander. Mais en réponse, il ne reçoit pas d'excuses. Il reçoit de l'acier. Le premier coup est porté par Publius Servilius Casca. Regardez-le attentivement. Il se tient derrière. Sa main tremble. Le coup est maladroit, faible. Il touche l'épaule. Ce n'est pas le coup d'un guerrier, c'est le coup d'un lâche qui a peur de sa propre ombre. Mais la digue est rompue. L'odeur du sang les rend fous. Telle une meute de loups sentant la faiblesse du chef,
Ils se jettent tous sur lui en même temps. Il n'y a pas de place ici pour la belle escrime des films hollywoodiens. C'est une boucherie sale et chaotique. Ils se bousculent, se gênent mutuellement, glissent dans le sang des autres. Dans cette mêlée démente, ils se blessent eux-mêmes. Brutus reçoit une coupure à la main. Cassius égratigne Minucius. Le cliquetis du métal, les râles, le bruit du tissu déchiré. César essaie de se défendre. Il s'agite comme une bête traquée. Mais ils sont trop nombreux. Ses yeux sont écarquillés d'horreur et d'incompréhension. Il cherche du regard au moins un visage amical, mais ne voit que les masques déformés par la rage de ceux qu'il a pardonnés, qu'il a comblés de charges, qu'il appelait amis. Et voilà qu'il voit Brutus. Ce même Brutus dont il aimait la mère, celui qu'il traitait comme un fils. Brutus est là aussi, l'âme nue. On dit qu'à cet instant, César a cessé de résister. Quel sens y a-t-il à lutter pour la vie si la vie elle-même vous a trahi? Il se couvre la tête de sa toge, un dernier geste de dignité. S'il faut mourir, autant mourir en romain, en cachant son visage à la populace en laquelle se sont transformés les sénateurs. Il tombe, le bruit sourd du corps contre la pierre, et le silence s'installe. Ce silence est plus effrayant que les cris. Quelques centaines de sénateurs, qui ne participaient pas au complot, se sont plaqués contre les murs. Ils sont paralysés. Ils ne savent que faire. Fuir? Applaudir? Implorer pitié? La poussière soulevée par la lutte et la lourde odeur de la mort flottent dans l'air. Les conspirateurs se tiennent au-dessus du cadavre, respirant difficilement. Leurs mains sont couvertes de sang jusqu'aux coudes. Leurs visages brûlent d'une rougeur fiévreuse. Ils l'ont fait. Le tyran est mort. La République est libre. Ou pas. « Liberté! Nous vous avons rendu la liberté !» crient-ils en brandissant leurs poignards ensanglantés. Ils les lèvent vers le ciel comme des trophées, montrant l'acier écarlate aux bancs vides. Mais le Sénat garde le silence. Personne n'applaudit. Personne ne crie « Gloire au libérateur !» Au lieu du triomphe, c'est un vide d'horreur qui les accueille. Les gens assis dans la salle commencent à se frayer un chemin vers la sortie, paniqués. Personne ne veut être le prochain. Personne ne veut avoir quoi que ce soit à faire avec ce meurtre. Brutus tente de prononcer un discours. Il veut expliquer que cela a été fait pour le bien commun, que la mort d'un seul homme est le prix à payer pour la vie de la loi. Mais ces mots se noient dans le bruit des sandales des sénateurs en fuite. La salle se vide en quelques minutes. Il ne reste que le cadavre, recouvert d'un tissu ensanglanté, et un groupe d'hommes qui réalisent soudain qu'ils sont seuls. Ils sortent dans la rue. Ils sont encore dans l'euphorie. Ils croient que Rome les accueillera avec jubilation. Ils marchent vers le forum, mettant en avant leurs mains rouges pour montrer au peuple « L'affaire est faite, le monstre est détruit ». Ils attendent des ovations. Ils s'attendent à ce que la foule les porte en triomphe. Mais Rome se tait. La ville semble morte. Les nouvelles se répandent plus vite qu'un feu de forêt. Les échoppes ferment. Les volets claquent avec un bruit sec, semblable à des coups de feu. Les gens s'enferment chez eux, barricadent les portes. Les rues sont désertes. Seul le vent chasse la poussière et les détritus. Ce n'est pas le silence de la libération, c'est le calme avant la tempête. Les citoyens de Rome ne voient pas en ces hommes des sauveurs. Ils voient une bande d'assassins qui ont égorgé leurs favoris. Celui qui leur donnait du pain, celui qui leur offrait des spectacles, celui qui a forcé les riches à partager. Seriez-vous sortis saluer ceux qui viennent de tuer le garant de votre satiété au nom d'un mot abstrait comme « République » ? Les conspirateurs sont désemparés. Leur scénario s'effondre. Ils avaient planifié le meurtre, mais ils n'avaient pas prévu l'après.
Ils pensaient que la mort du dictateur ramènerait automatiquement le bon vieux temps. Quelle naïveté! Ils ont chirurgicalement retiré la tête, mais le corps de Rome est resté le même, malade, corrompu et assoiffé d'une main forte. Pendant ce temps, dans le théâtre vide de Pompée, 3 esclaves s'approchent prudemment du corps. Ils déposent celui qui, le matin même, commandait au monde, sur une simple civière. Le bras de César pend, se balançant au rythme des pas. Aucun des grands sénateurs, aucun des anciens amis n'est venu faire ses adieux. Seulement 3 esclaves et le long chemin vers la maison. Le sang continue de goutter sur le pavé, marquant le chemin par lequel la République descendra aux enfers. Le médecin Antistius examinera plus tard le corps. Il constatera sèchement, sur 23 blessures, une seule était mortelle. La deuxième, à la poitrine. Tous les autres coups n'étaient qu'une rage insensée. Il tuait un homme déjà mort. Mais avec lui, il tuait aussi le monde qu'il tentait si désespérément de sauver. Le soir venu, l'euphorie des conjurés commence à céder la place aux sueurs froides. Ils s'enferment au Capitole, entourés de leurs propres gladiateurs. De libérateurs, ils se transforment en assiégés. Ils regardent en bas, vers la ville qui plonge dans les ténèbres, et commencent à comprendre. Ils ont commis une erreur. Ils ont réveillé une bête qu'ils ne pourront contrôler. Et quelque part dans l'ombre, encore invisible pour la plupart, un autre joueur avance déjà son pion. Celui qui n'a pas peur du sang, celui qui sait attendre, celui qui transformera les funérailles de César en funérailles de l'ancien monde. Marc-Antoine, le chien fidèle de César, est assis chez lui. Il est vivant, il est effrayé, mais son cerveau travaille fiévreusement. Il sait ce que Brutus et Cassius n'ont pas compris. La foule n'est pas composée de citoyens. La foule est une force élémentaire. Et celui qui saura la chevaucher deviendra le nouveau maître de Rome. La nuit tombe sur la ville éternelle. La nuit des longs couteaux. La nuit des espoirs déçus. Demain, Rome se réveillera dans une autre époque. Une époque où le mot « liberté » ne sera plus qu'une inscription sur une pièce de monnaie avec laquelle on achète la trahison. En attendant, le corps de César gît dans sa maison et sur sa toge ensanglantée sèchent les taches qui deviendront l'étendard de la guerre civile la plus cruelle de l'histoire. Le drame ne fait que commencer. Les acteurs sont entrés en scène, mais le metteur en scène est déjà mort. Et maintenant, c'est le chaos lui-même qui écrira la pièce. Le chaos est le meilleur dramaturge, mais il a besoin d'interprètes. Pendant que le corps de César refroidit, Rome se fige dans un équilibre précaire. Imaginez une balance. Sur un plateau, une poignée d'intellectuels aux mains ensanglantées, enfermés au Capitole. Ils se nomment les libérateurs, mais ressemblent davantage à des écoliers effrayés qui auraient brisé un vase précieux. Sur l'autre plateau, les légions de Marcus Aemilius Lepidus, qui entrent déjà dans la ville, occupant le forum. L'éclat de leurs armures est la seule réalité qui compte en politique. Les 48 heures suivantes deviennent un manuel de cynisme politique. Le Sénat se réunit dans le temple de la déesse Terre. Cicéron, ce vieux renard, tente de coudre l'incompatible. Il propose un marché qui respire la folie. L'amnistie est accordée aux meurtriers, mais tous les décrets du tyran assassiné restent en vigueur. Réfléchissez à cette absurdité. Nous reconnaissons officiellement que César était un tyran méritant la mort. Mais toutes ces nominations, toutes ces lois, tous ces cadeaux sont légaux. Pourquoi ? Parce que la moitié des sénateurs ne siègent dans cette salle que grâce à la signature de César. Ils veulent garder leur siège confortable, même s'il faut pour cela serrer la main de ces assassins. Ce n'est pas un compromis,
c'est l'hypocrisie élevée au rang d'absolu. Mais ce n'est pas là que les libérateurs commettent leur erreur principale. Ivres de leur victoire imaginaire, Brutus et Cassius acceptent des funérailles publiques. « Que le peuple fasse ses adieux », disent-ils. Noble? Non. Mortellement stupide. Ils cèdent la scène au seul homme capable de transformer le deuil en arme de destruction massive. Marc-Antoine obtient la parole. Le 20 mars, le forum bourdonne. Ce n'est plus une simple foule, c'est une poudrière. Les gens sont confus. D'un côté, on leur dit que le tyran est mort et que la liberté est revenue. De l'autre, ils se souviennent de la générosité de ce tyran. Ils attendent un signe. Et Antoine leur donne ce signe. Il monte à la tribune, non pas en tant que consul, mais en tant qu'ami éploré. Il est mal rasé, sa toge est négligée, ses yeux sont rouges. Il ne commence pas par des accusations, oh non, il est trop rusé pour cela. Il commence par des éloges. Il rappelle les victoires de César en Gaule, comment il a repoussé les frontières de l'Empire, sa miséricorde envers ses ennemis, ces mêmes ennemis qui l'ont tué. Chaque mot est une goutte de poison dans les oreilles de Brutus, qui se tient naïvement à côté, pensant contrôler la situation. Et puis Antoine sort son atout majeur, le testament. Avez-vous déjà vu comment l'humeur d'une foule change quand il est question d'argent? C'est magique. Antoine déroule le parchemin et lit. Jules César laisse à chaque citoyen romain 75 drachmes. À chacun. Aux mendiants, aux soldats, aux marchands. Plus ces jardins au-delà du Tibre pour qu'ils deviennent un parc public. Le silence sur le forum explose en chuchotements qui se transforment rapidement en murmures. Le tyran vient de les nourrir depuis sa tombe. Et condamner les libérateurs, à part de beaux mots sur la République que l'on ne peut pas tartiner sur du pain. L'équilibre bascule. Les gens commencent à comprendre. On ne leur a pas volé un oppresseur, on leur a volé un bienfaiteur. Et c'est alors, quand les émotions sont à leur comble, qu'Antoine porte le coup final. C'est une mise en scène géniale. Il arrache le tissu recouvrant le corps de César. Mais il ne montre pas simplement le cadavre. Il élève sur une perche la toge ensanglantée, celle-là même dans laquelle César a péri. Elle est en lambeaux, raidie par le sang séché. « Regardez !» rugit Antoine, et sa voix couvre le bruit de la foule. Il pointe du doigt les trous dans le tissu, tel un procureur présentant des preuves. C'est là que Cassius a frappé, et là, Brutus, qui l'aimait. Il ne se retient plus. Il lance le mécanisme de l'hystérie. Des acteurs, engagés par Antoine, commencent à déchirer leurs vêtements et à sangloter. Quelque part dans la foule, on soulève une effigie de cire de César qui tourne mécaniquement, montrant ses 23 blessures. Ce ne sont plus des funérailles. C'est un spectacle d'horreur. La visualisation de l'atrocité. La foule ne voit pas la mort abstraite d'un politicien, mais la viande en laquelle on a transformé leur idole. L'effet est instantané et terrible. Le deuil disparaît. Il ne reste qu'une rage pure, distillée. Quelqu'un crie « Brûlez les assassins !» Et ce cri est repris par des milliers de gorges. Les gens commencent à briser les bancs des juges, les étals des marchands, les sièges des sénateurs. En plein forum, au cœur de Rome, s'élève un gigantesque bûcher funéraire. Ils jettent au feu tout ce qui brûle. Les légionnaires jettent leurs armes, les femmes leurs bijoux, les musiciens leurs instruments. C'est un sacrifice qui se transforme en émeute. Le corps du dictateur brûle dans les flammes allumées par l'amour populaire, reconverti en haine. Mais cela ne suffit pas à la foule. Ils veulent 100%. Avec des torches tirées du bûcher funéraire, ils se lancent à la recherche des maisons des conjurés.
Imaginez cet instant. Brutus et Cassius, qui le matin même rêvaient de voir leur nom gravé dans l'or, fuient maintenant la ville, cachant leur visage sous des capuchons comme de vulgaires criminels. Ils ne fuient pas les légions, ils fuient le peuple qu'ils ont libéré. Leur maison flambe. Le poète innocent Helvius Cinna est mis en pièces en pleine rue, simplement parce que son nom coïncide avec celui d'un des conspirateurs. La foule ne distingue pas les visages. La foule veut des victimes. Rome plonge dans le chaos des pogroms. La République, que l'on tentait de réanimer à coups de poignard, meurt définitivement dans ce feu. La démocratie s'arrête là où commence le lynchage. Antoine regarde cet incendie avec une sombre satisfaction. Il a gagné. Il les a tous déjoués. Brutus et Cassius sont bannis. Le Sénat est mort de peur. Et le peuple voit en lui le seul héritier de César. Il prend le pouvoir non par la force des armes, mais par la force de la manipulation. Il est désormais le maître de Rome. Il s'empare des archives de César, de son trésor, de ses sceaux. Il commence à gouverner au nom d'un mort, tamponnant des lois qui lui sont personnellement profitables. César le voulait ainsi, dit-il, et personne n'ose contester. Il semble que les jeux sont faits. Antoine est le nouveau colosse. Mais l'histoire aime les mauvaises blagues. Pendant qu'Antoine boit du vin dans la maison qui appartenait hier encore à Pompée et se partage le monde, croyant qu'il ne reste plus de rivaux, de l'autre côté de l'Adriatique, à Apollonie, se produit un événement inaperçu. Un jeune homme chétif et maladif de 18 ans reçoit une lettre. Il s'appelle Gaius Octavius. C'est le petit-neveu de César. Personne ne le prend au sérieux. Il n'a ni armée, ni poids politique, ni santé. Les médecins disent qu'il vivra difficilement jusqu'à la vieillesse. Mais cette lettre dit que dans son testament, celui-là même qu'Antoine a si habilement utilisé, César a adopté ce garçon et lui a transmis son nom. Ses amis lui conseillent de se cacher, de renoncer à l'héritage. « Ne te frotte pas au loup, petit, ils te mangeront », lui disent-ils. Antoine l'écrasera comme une mouche dès qu'il apparaîtra en Italie. Mais le jeune homme lève les yeux de la lettre. Il n'y a pas de peur en eux. Il y a un froid glacial qui met mal à l'aise même les centurions aguerris. Il vend tous ses biens pour engager une garde et monte sur un navire. Il navigue vers Rome, non pour l'argent. Il navigue pour tout. Le garçon vient réclamer son dû. Et Rome ne sait pas encore que cet adolescent pâle se révélera plus effrayant que n'importe quel dictateur vu auparavant. Antoine pense avoir gagné la partie d'échecs en balayant les pièces de l'échiquier. Il n'a pas encore compris que le vrai grand maître vient d'entrer dans la pièce. L'Italie ne l'a pas accueilli avec des fanfares, mais avec un silence suspect. Le jeune homme de 18 ans débarque à Brinde. Regardez-le. Épaules étroites, pâleur maladive, rhume constant. Il s'enveloppe dans sa cape, même par temps chaud. Gaius Octavius. Si vous le croisiez dans la rue, vous lui donneriez une pièce par pitié. Mais ce garçon a apporté avec lui un bagage plus lourd que l'or. Il a apporté un nom. À partir de ce moment, il exige qu'on l'appelle Gaius Julius César. C'est un sacrilège politique, c'est un vol d'identité. Mais cela fonctionne. Les légionnaires du vieux César, des vétérans au visage semblable à du cuir usé, pleurent en le voyant. Pour eux, ce n'est pas un adolescent morveux. Il est l'incarnation vivante de leur dieu assassiné. À Rome, on se moque de lui. Un gamin qui doit tout à son nom, lance Marc-Antoine. Il ne daigne même pas se lever quand Octave vient lui réclamer l'argent de son oncle. L'argent est dans le trésor, et le trésor est vide, ricane Antoine.
Il voit devant lui une mouche agaçante qu'on peut écraser avec un journal. Quelle erreur! Antoine a l'habitude de trancher des têtes avec une épée, mais il ne sait pas escrimer avec des formules juridiques. Le garçon, lui, le sait. Octave vend ses propres domaines, emprunte de l'argent aux usuriers et commence à verser au peuple ces fameuses 75 drachmes du testament de César, de sa propre poche. Imaginez le niveau de l'enjeu. Il achète la loyauté de Rome avec ses derniers deniers, s'endettant dans une impasse dont il n'y a d'autre sortie que le trône. Et c'est là qu'entre en scène Marcus Tullius Cicéro. Cicéron. Grand orateur, sauveur de la patrie, vieil homme sage et vaniteux. Il regarde Octave et voit un outil parfait. Nous utiliserons ce garçon pour détruire Antoine, puis nous le jetterons, dit-il en privé. Sa phrase célèbre, « Il faut louer le jeune homme, l'honorer et l'élever ». En latin, cela sonne comme un jeu de mots mortel. Élever peut aussi signifier envoyer au ciel, c'est-à-dire éliminer. Cicéron est sûr d'être le marionnettiste. Il écrit à Octave des lettres flatteuses, l'appelle son fils. Il pense tenir le loup en laisse. Il ne remarque pas que la laisse est rongée depuis longtemps et que le loup attend simplement que le maître tourne le dos. La situation s'échauffe. Antoine, comprenant qu'il perd en popularité, décide de s'emparer de la province de Gaule cisalpine par la force. Là, siège Decimus Brutus, l'un des assassins de César. Ironie du sort, le césarien Antoine part en guerre contre l'assassin de César, et le Sénat, les haïssant tous les deux, envoie une armée au secours de l'assassin pour écraser le césarien. Et à la tête de cette armée du Sénat marche le fils adoptif de César, Octave. La politique de Rome est un nœud de serpent qui s'embrasse avant de mordre. Guerre de Modène, avril de l'an 43. Boue, pluie mêlée de neige fondue. Les deux armées consulaires et les légions d'Octave prennent Antoine en étau. La bataille est cruelle. Antoine est battu et fuit à travers les Alpes, se nourrissant de racines et d'écorces. Victoire? En apparence, oui. La République est sauvée. Mais regardez de plus près le champ de bataille. Quelque chose cloche. Les deux consuls de la République, Hirtius et Pansa, sont morts. L'un est tombé au combat, l'autre est mort de ses blessures quelques jours plus tard. Quelle incroyable coïncidence. Les deux plus hautes figures de l'État disparaissent de l'échiquier exactement au moment où elles deviennent inutiles à Octave. Les mauvaises langues chuchotent que les blessures de Pansa ont été enduites de poison, et qu'Hirtius, dans la confusion du combat, a été frappé dans le dos non par un ennemi, mais par son propre soldat. Le médecin Glycon est arrêté pour soupçon de meurtre, mais aussitôt relâché. Pas de preuves. Il n'y a qu'un fait. Un garçon de 18 ans commande désormais seul toute l'armée victorieuse du Sénat. À Rome, Cicéron ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Il envoie des ordres au camp. Decimus Brutus prend le commandement. Octave, rend les légions et retourne jouer au dé avec les enfants. Octave lit cette lettre devant le rang de ses soldats. Les soldats rient. Les mettre sous les ordres de l'assassin de leur César adoré. Le Sénat a perdu la tête. Octave retire son masque de garçon obéissant. Dans ses yeux, il n'y a plus de dévotion filiale envers Cicéron. Il n'y a que le calcul froid du prédateur ayant senti l'odeur du sang. « Ils m'ont traité de gamin », dit-il doucement. « Eh bien, ils sauront bientôt que ce gamin sait mordre. » Il fait faire demi-tour aux légions, mais pas pour poursuivre Antoine, comme l'ordonnait le Sénat. Il les tourne vers le sud, vers Rome. C'est un déjà-vu. Il y a seulement 5 ans,
son père adoptif, franchissait le Rubicon. Maintenant, c'est le fils. Mais si Jules César doutait, citait des dramaturges grecs et parlait du sort, Octave marche en silence. Il n'a pas besoin d'effets théâtraux. Il a besoin du pouvoir. Août 43. La ville est en panique. Les sénateurs qui riaient hier encore du pauvre orphelin cachent maintenant fébrilement leur argent et envoient leur famille à la campagne. Les légions d'Afrique, appelées pour défendre Rome, passent du côté d'Octave dès qu'elles le voient. Personne ne veut combattre contre le nom de César. Octave s'arrête au mur de la ville. Il n'entre pas, respectant la formalité. Il envoie au Sénat son centurion Cornelius. Imaginez cette scène. Un soldat poussiéreux en armure lourde entre dans la salle fraîche de la curie. Les sénateurs en toge blanche le regardent avec mépris. Le soldat ne prononce pas de longs discours. Il rejette sa cape, pose sa main lourde et calleuse sur la poignée de son épée et prononce une phrase qui sonne comme le bruit d'un verrou. « Si vous ne lui donnez pas le consulat, ceci le lui donnera. » Silence. Dans ce silence meurt la dernière illusion que la loi règne à Rome. Ici règne l'acier. Le 19 août, Octave est élu consul. Il a 19 ans. Selon la loi, il ne pouvait prétendre à ce poste avant 24 ans encore. Mais c'est lui qui écrit la loi désormais. Par son tout premier décret, il annule l'amnistie des assassins de César, la loi Pédia. Brutus et Cassius sont officiellement déclarés ennemis de l'État. La chasse est ouverte. Mais Octave est un pragmatique. Il regarde la carte. Brutus et Cassius ont rassemblé en Orient une armée gigantesque, 19 légions, l'or de l'Asie, une flotte. Octave comprend, seul il ne s'en sortira pas. Il a besoin de forces brutes. Il a besoin du chien de guerre enragé qu'il vient de chasser au-delà des Alpes. Il a besoin de Marc-Antoine. C'est un revirement qui donnerait le vertige à une personne normale. Les ennemis mortels d'hier, qui se traînaient mutuellement dans la boue, qui tentaient de s'entretuer sous Modène, ont maintenant besoin l'un de l'autre. Octave écrit une lettre à Antoine, non pas comme un vainqueur à un vaincu, mais comme un partenaire à un partenaire. Il propose une rencontre, pas à Rome, pas dans un camp, mais en terrain neutre, sur un petit îlot au milieu de la rivière Renaud, non loin de Bologne. Il s'approche des rives de la rivière des deux côtés, chacun avec 5 légions derrière lui. La garde les fouille pour vérifier l'absence d'armes. Il pose le pied sur le pont de bois instable. Octave, jeune, froid comme la glace. Antoine, énorme, tonitruant. Et un troisième, Marcus Aemilius Lepidus, riche politicien sans talent, dont ils n'ont besoin que comme porte-monnaie et tampon. Il s'assoit à une table, pas de témoins. On n'entend que le bruit de l'eau et le hennissement lointain des chevaux. 3 jours durant, ils ne sortent pas de la tente. 3 jours durant, ils découpent la carte du monde comme des bouchers une carcasse de taureau. Ils créent le triumvirat. Pas une alliance secrète, mais une dictature officielle à 3. La loi n'existe plus. Il n'y a que la volonté de 3 hommes. Mais pour gouverner le monde, ils ont besoin d'argent. Et pour se sentir en sécurité, ils doivent détruire l'opposition. Dans cette tente, naît un document qui fera se laver Rome dans un sang plus terrible encore que sous Sylla. Les proscriptions. Les listes de morts. « As-tu des ennemis ?» demande Antoine. « J'ai des principes », aurait pu répondre Octave. Mais il répond « J'ai une liste. » Il marchande des vies humaines comme au marché. « Je te donne la vie de mon frère Paulus, dit Lepidus. Si toi, Antoine, tu me donnes la vie de ton oncle, Lucius. » D'accord, hoche Antoine sans scier. Et moi, la voix calme d'Octave sonne comme une sentence.
J'ai besoin de la tête de l'homme qui m'appelait son fils. J'ai besoin de la tête de Cicéron. » Antoine sourit. C'est exactement ce qu'il voulait le plus. Le marché est conclu. Le chien à 3 têtes, Cerbère, a rompu sa chaîne et est prêt à dévorer ses enfants. Le monde qui semblait fou après les ides de Mars semblera un paradis comparé à l'enfer qui approche. Fuyez. Cachez-vous. Personne n'est en sécurité. L'encre sur le parchemin, signée par les 3 dictateurs sur l'île près de Bologne, n'avait pas encore eu le temps de sécher que Rome se lavait déjà dans le sang. Ce qui avait commencé comme une alliance politique s'est instantanément transformé en machine de mort bureaucratique. Ce n'est pas une émeute spontanée, ni le massacre ivre de la soldatesque. C'était quelque chose de bien plus effrayant. Le meurtre planifié, de sang-froid, méthodique et approuvé par le sceau de l'État. Imaginez que vous vous réveillez le matin et sortez sur le forum. L'air est glacial, novembre de l'an 43. Vous voyez une foule qui se presse en silence devant des planches blanches exposées à la vue de tous. Vous vous approchez, pensant qu'il s'agit de nouvelles lois fiscales ou du calendrier des fêtes. Mais vous voyez des noms, des centaines de noms. Et peut-être parmi eux, voyez-vous le vôtre. Ce sont les proscriptions. Les listes de ceux qui sont privés du droit à la vie. Quiconque tue une personne de cette liste reçoit une récompense, 25 000 drachmes. Si le tueur est un esclave, il reçoit la liberté et 10 000. Si un citoyen aide à cacher un condamné, c'est la mort. Pas de tribunal, pas d'avocat, ton nom sur la planche et ton arrêt de mort. Pourquoi ont-ils fait cela? La vengeance? Ne soyez pas naïfs. En grande politique, les émotions sont un luxe inabordable. Ils avaient besoin d'argent. La guerre coûte cher, et Brutus et Cassius en Orient ont l'or de toute l'Asie. Les triumvirs, Octave, Antoine et Lépidus, avaient besoin de quoi payer leurs 40 légions. Et ils ont résolu le problème avec un cynisme à glacer le sang. Ils ont transformé les citoyens les plus riches de Rome en porte-monnaie ambulants. Tu es coupable non pas parce que tu es un ennemi du régime. Tu es coupable parce que tu as une belle villa et beaucoup d'or. Ta fortune est ta culpabilité. La chasse a commencé. Mais pas aux bêtes, aux sénateurs et aux chevaliers. Rome s'est transformée en abattoir. Des centurions couraient dans les rues avec des têtes coupées dans des sacs, se dépêchant de recevoir leur paiement au trésor. Imaginez cette scène. Un commis est assis à une table, vérifie le visage du mort avec la liste, coche une case et remet au tueur un sac de pièces. Au suivant! La bureaucratie de l'enfer. L'horreur est devenue le quotidien. Les têtes étaient exposées sur les rostres, la tribune des orateurs. Bientôt, il n'y resta plus de place libre. Mais parmi des centaines de victimes sans visage, il en fut une dont la mort devint le symbole de la fin de la République elle-même. Marcus Tullius Cicéro. Cicéron. Le vieil homme savait qu'il était condamné. Octave, son fils bien-aimé, l'avait vendu à Antoine sans hésitation. Cicéron a tenté de fuir. Il errait sur la côte, montait sur un bateau, redescendait, épuisé par le mal de mer et le désespoir. « Je mourrai dans la patrie que j'ai souvent sauvée », a-t-il dit. Une belle phrase, mais derrière elle se cachait une fatigue mortelle. On l'a rattrapé non loin de sa villa à Formier. Il voyageait en litière, lisant un livre. Quand il a entendu le piétinement des soldats, il a ordonné aux esclaves de s'arrêter. Il n'a pas cherché à fuir. Il a écarté les rideaux de la litière et a regardé dans les yeux le tueur, le centurion Erénus. « Approche, vétéran », a-t-il dit en tendant le cou. « Et si tu sais le faire,
tranche-moi la tête correctement. » Le coup d'épée a mis fin à la vie du plus grand orateur de Rome. Mais la vengeance d'Antoine ne s'est pas arrêtée là. La mort ne lui suffisait pas. Il avait besoin de l'humiliation. La tête et les mains de Cicéron, ces mêmes mains qui avaient écrit les Philippiques contre Antoine, ont été amenées à Rome. Elles ont été clouées à la tribune des orateurs sur le forum. Toute la ville a accouru pour voir cela. Les gens qui avaient écouté pendant des années ces brillants discours regardaient maintenant ces restes pourrissants. C'est alors que s'approcha de la tribune Fulvie, la femme d'Antoine. Une femme que Cicéron avait haïe et ridiculisée. Elle a pris la tête morte dans ses mains, a ouvert la bouche et a tiré de ses cheveux une épingle en or. Avec un plaisir sadique, elle a percé sa langue. Cette même langue qui faisait jadis trembler les tyrans. « Maintenant tu ne jacasseras plus, Marcus Tullius », siffla-t-elle. Ce geste devint l'épitaphe de la liberté de parole. Si l'on peut agir ainsi avec le père de la patrie, qu'est-ce qui attend les autres? La peur rongeait l'âme du peuple plus vite que l'acide. Les proscriptions n'ont pas seulement détruit des gens, elles ont détruit la morale. Le tissu de la société se déchirait à vue d'œil. La loyauté, l'honneur, les liens familiaux, tout cela ne valait rien face à la peur et l'avidité. Des filles livraient leur père pour obtenir l'héritage plus rapidement. Des épouses fermaient leurs portes à leurs maris, fuyant les assassins pour se sauver elles-mêmes. Des frères indiquaient les cachettes de leurs frères. Rome s'est emplie du chuchotement des dénonciations. La confiance est morte. Tu ne pouvais faire confiance ni à ton esclave, ni à ton ami, ni à ton enfant. Chaque passant pouvait s'avérer être ton bourreau. Mais il y eut aussi des lueurs dans ces ténèbres, rendant le tableau d'ensemble encore plus tragique. Les historiens ont conservé des récits d'esclaves qui revêtaient les vêtements de leurs maîtres et tendaient leur cou à l'épée pour sauver ceux qu'ils servaient. De fils mourant avec leur père, refusant de les abandonner. Mais c'étaient des exceptions. La règle était la trahison. 300 sénateurs, 2000 chevaliers, la fleur de la nation, l'élite intellectuelle, les meilleurs administrateurs, tous ont été massacrés en quelques semaines. Leurs biens ont été vendus aux enchères pour des miettes. Octave et Antoine rachetaient villas et terres, se remplissant les poches pour payer la loyauté de leurs soldats. Ce fut la plus grande redistribution de propriétés de l'histoire. La vieille aristocratie a été détruite physiquement, et à sa place sont arrivés des hommes nouveaux, cyniques, cruels, ne devant tout qu'à leur patron. En ces jours, Rome ressemblait à une ville pestiférée. Les gens avaient peur de parler fort, peur de se regarder dans les yeux. Le forum, autrefois cœur de la vie politique, est devenu un lieu que l'on contournait pour ne pas voir les yeux morts regardant depuis les pieux. L'odeur de la décomposition se mêlait au brouillard hivernal, enveloppant la ville éternelle dans linceul de désespoir. Le triumvirat a vaincu. Il ne restait plus personne à Rome qui pût dire non. L'opposition n'a pas simplement été réprimée, elle a été décapitée au sens propre du terme. Les 3 prédateurs étaient rassasiés. Ils avaient rassemblé assez d'or pour nourrir leur légion. Maintenant, leur regard se tournait vers l'Orient. Là-bas, outre-mer, Brutus et Cassius rassemblaient leurs forces. Ils se faisaient appeler les derniers Romains. Ils disaient se battre pour la liberté, mais en voyant ce qu'était devenu Rome, toute personne sensée se posait la question. Reste-t-il encore cette république qui vaille la peine d'être sauvée? Ou ce monde est-il déjà si pourri qu'on ne peut que le conquérir? Les navires des triumvirs se préparaient à appareiller. La grande armée de l'Ouest se préparait à rencontrer la grande armée de l'Est. Mais ce ne sera pas la bataille du bien contre le mal. Ce sera l'affrontement de 2 meutes de loups pour le droit de posséder le troupeau de moutons qui s'appelait jadis, fièrement,
peuple romain. Et pendant que les légions aiguisaient leurs épées, les fantômes des tués lors des proscriptions criaient silencieusement après les galères qui s'éloignaient, prophétisant le malheur. Alors que Rome tremblait de froid et de peur sous les proscriptions, un autre drame, non moins monstrueux, se déroulait en Orient baigné de soleil. Ici, parmi les anciens temples et les riches villes marchandes d'Asie, les derniers Romains se préparaient à sauver la République. Brutus et Cassius, des noms qui devaient devenir le symbole de la liberté, ici, loin de l'Italie, se sont transformés en synonymes de pillage insatiable. Regardez leurs mains. Il n'y a pas le sang des sénateurs romains, mais elles sont couvertes jusqu'au coude de poussière d'or et du sang des provinciaux. L'ironie de la situation atteint ici son apogée. Pour protéger la loi, ils violent toutes les lois imaginables. Pour payer l'armée qui apportera la liberté, ils transforment les citoyens libres de Grèce et d'Asie en esclaves. « Nous avons besoin d'argent », dit Cassius, en regardant les anciens de Rhodes terrifiés. « Beaucoup d'argent. Tout l'argent. » Et ce n'est pas une demande, c'est un ultimatum. Les Rhodiens, qui tentaient de garder la neutralité, sont dépouillés jusqu'au dernier sou. Cassius leur prend même les ustensiles des temples, même les bijoux en or des vêtements des femmes. « Je ne vous laisse que les yeux pour pleurer », lance-t-il. Voilà le vrai visage des libérateurs quand tombe le masque de la noblesse. Des prédateurs. Mais l'épisode le plus terrible de cette campagne se produit en Lycie, dans la ville de Xanthos. Retenez ce nom. Il devrait être gravé sur la pierre tombale de l'idéalisme de Brutus. Les habitants de Xanthos refusent de payer le tribut et de se soumettre aux assassins de César. Brutus, le philosophe, l'amateur de Platon, assiège la ville. Il pense leur apporter les lumières. Mais les Xanthiens ne voient en lui qu'un envahisseur. Quand les murs tombent, commence une folie qui fait blanchir même les vétérans. Les citadins ne se rendent pas, ils choisissent la mort. Ils mettent le feu à leur propre maison. Les pères tuent leurs enfants sur les autels pour qu'ils ne tombent pas aux mains des Romains. Les mères jettent les nourrissons dans le feu et sautent après eux. Brutus galope horrifié dans les rues en flammes, crie, supplie les soldats de sauver les habitants, offre une récompense pour chaque Xanthien survivant. Il pleure. Imaginez ce tableau. Le général sanglote en voyant les gens qu'il libère, préférer brûler vif plutôt que d'accepter sa liberté. De toute la ville, seules 150 personnes ont survécu. 150 sur des milliers. Brutus voulait être un sauveur. Il est devenu un ange de la mort. Cette cendre de Xanthos se dépose à jamais sur l'âme de Brutus. Quelque chose se brise en lui. Il commence à comprendre que le chemin vers un but noble, pavé de cadavres d'innocents, ne mène pas au paradis, mais au vide. Et voilà qu'au moment où l'armée traverse vers l'Europe, il se produit ce qui transforme le thriller politique en horreur mystique. Nuit. Le camp dort. Brutus est assis dans sa tente. Il lit, essayant d'étouffer les cris de sa conscience par des traités philosophiques. La mèche de la lampe commence à grésiller et à faiblir. Un froid sépulcral se fait sentir. Brutus lève les yeux et voit dans le coin de la tente une silhouette immense, effrayante. Elle se tait. Elle reste juste là et le regarde d'un regard lourd, sans cligner des yeux. « Qui es-tu » demande Brutus, et sa voix tremble. « Dieu ou homme ? Et pourquoi es-tu venu » La silhouette répond d'une voix semblable au bruissement de feuilles sèches. « Je suis ton mauvais génie, Brutus. Nous nous reverrons à Philippe. »« Nous nous reverrons, » répond Brutus, tentant de garder un reste de sang-froid.
Le fantôme disparaît. Était-ce une hallucination d'un cerveau fatigué? Ou la conscience elle-même matérialisée pour prédire la fin? Peu importe. L'important est que Brutus a accepté son destin. Il sait qu'il est condamné. Automne 42. Macédoine. La vallée de Philippe. L'endroit où se jouera le sort de la civilisation occidentale. Deux forces gigantesques se rencontrent ici, comme des plaques tectoniques. 19 légions des triumvirs contre 17 légions des républicains. Près de 200 000 hommes. La terre tremble sous les pieds quand ces masses se mettent en mouvement. La poussière s'élève si haut qu'elle cache le soleil. Brutus et Cassius occupent des positions idéales. Ils sont sur les collines, fortifiés, avec un excellent ravitaillement par la mer. En bas, dans la plaine marécageuse, campent Antoine et Octave. Les Césariens ont des problèmes. Leur flotte est détruite, il n'y a pas de vivres, les soldats trempent dans la boue et tombent malades. La logique de la guerre dicte « attendez ». Restez simplement sur les collines et attendez que la faim et la maladie fassent le travail pour vous. Le temps joue pour les libérateurs. Mais dans le camp des républicains règne non pas la confiance, mais l'hystérie. Leur armée est un ramassis. Ici sont rassemblés les restes des Pompéiens, des transfuges, des mercenaires, des provinciaux mobilisés de force. Leur fidélité ne tient qu'à l'or. Ils exigent la bataille. Pas parce qu'ils veulent mourir pour la République, mais parce qu'ils veulent finir la guerre au plus vite et partir avec le butin. Les officiers de Brutus se comportent avec arrogance. Ils ordonnent presque à leur commandant d'attaquer. Brutus, le philosophe général, se retrouve otage de sa propre armée. Il voit dans les yeux de ses soldats non pas le patriotisme, mais l'avidité. « Je ressemble à Pompée avant Pharsale », dit-il avec amertume. « Je commande, mais ce n'est pas moi qui commande, ce sont eux. » Cassius, plus expérimenté et plus dur, craque aussi sous la pression. Il se décide au combat. Ils descendent des hauteurs sûres vers la vallée de la mort. L'atmosphère avant la bataille est électrisée à l'extrême. Ce n'est pas un simple affrontement d'armées, c'est un affrontement d'époque. En bas, dans la boue, se tiennent les légions des Césariens, méchantes, affamées, mais fanatiquement dévouées à leur chef. Elles se battent pour la survie, pour leur idole morte César, pour le butin. En haut, l'armée des défenseurs de la liberté, rassasiée, riche, mais moralement vide, qui ne croit ni au chef, ni aux idéaux. L'or contre le fer, le doute contre la rage, le passé contre l'avenir. Dans la brume matinale, on entend le son des trompettes et le rugissement de milliers de gorges. Les vautours tournoient déjà au-dessus de la plaine, sentant le festin. Brutus revêt son armure. Il se souvient des mots du fantôme. Nous nous reverrons à Philippe. Le rendez-vous est pris. L'échéance est arrivée. L'histoire s'est figée, retenant son souffle, avant d'expirer dans un cri de carnage qui mettra un point final à 500 ans d'histoire de la République romaine. Le 3 octobre 42, le jour où l'histoire étouffait dans la poussière. Deux batailles se déroulent simultanément, à une distance de quelques milles seulement, mais comme dans des univers différents. Sur le flanc droit, les légions de Brutus, rendues féroces par la longue attente, renversent la ligne d'Octave. Ce n'est pas de la tactique, c'est une avalanche. Ils font irruption dans le camp des Césariens. Où est Octave lui-même? Où est ce fils de Dieu? Il n'est pas là. Sa litière est vide, hachée par les épées. Le futur empereur, tel un chacal lâche, se cache dans les marais macédoniens, tremblant de peur et de fièvre, pendant qu'on égorge ses hommes comme du bétail. Brutus gagne.
Il gagne facilement, presque en jouant. Ses soldats pillent déjà les tentes, se remplissant les poches d'or et de vin, oubliant que la bataille n'est pas terminée. Mais sur le flanc gauche se produit une catastrophe. Ici commande Marc-Antoine. Et il ne se cache pas dans les marais. Il est le dieu de la guerre en chair et en os. Il mène personnellement les légions en haut de la pente raide, brisant la défense de Cassius. Les fortifications construites pendant des mois s'effondrent en 1 heure. Les légionnaires de Cassius fuient, jetant leurs armes. Cassius lui-même, myope, vieux, fatigué, bat en retraite sur une colline. Il plisse les yeux, essayant de distinguer à travers les nuages de poussière jaune ce qui se passe en bas. Et ici, entre en jeu Dame Chance, ou le mauvais sort. Cassius voit un détachement de cavaliers foncer vers lui. Ce sont des messagers de Brutus. Ils galopent avec la nouvelle de la victoire pour embrasser l'allié. Mais Cassius voit en eux des ennemis. Sa myopie lui peint un tableau de captivité et de honte. « Tout est fini », chuchote-t-il. « Brutus est battu. Je suis encerclé. » Il n'attend pas la vérification des faits. C'est un homme d'action, fût-elle erronée. Il appelle son affranchi Pindare. « Tue-moi », ordonne-t-il en tendant un poignard. « Regardez cette lame. La reconnaissez-vous ? C'est avec cette même lame qu'il y a 1 an et demi, il a transpercé César. La boucle est bouclée. L'arme levée au nom de la liberté boit maintenant le sang de son maître. Pindare porte le coup. La tête de Cassius tombe dans la poussière. Quelques minutes plus tard, les messagers de Brutus arriveront en criant « Victoire !» Mais ils ne trouveront qu'un cadavre refroidissant. Cassius s'est tué par erreur, à cause d'une mauvaise vue et de la panique. Une grande tragédie transformée en farce. Le dernier des Romains, dira Brutus sur son corps, mais dans sa voix, il y aura moins de deuil que d'horreur. Il est resté seul. Les 3 semaines suivantes se transforment en agonie. Brutus tente de maintenir la discipline, mais son armée se décompose. Les soldats voient que leur chef est brisé. Ils exigent de l'argent. Ils exigent la bataille. Ils n'obéissent plus aux ordres. Ils les dictent. Brutus, le philosophe qui rêvait d'une république d'égaux, est maintenant l'otage d'une foule armée. « Je vais au combat pour vaincre, ou pour cesser d'avoir peur », dit-il. Ce ne sont pas les mots d'un général, mais d'un suicidaire. Le 16 novembre, les armées s'affrontent à nouveau. Plus de manœuvres, plus de ruses. 2 murs de boucliers s'encastrent l'un dans l'autre avec un craquement écœurant. C'est un hachoir. Les hommes glissent dans le sang qui a transformé le champ en marécage. Ils s'entretuent en silence, serrant les dents, regardant dans les yeux leurs anciens voisins et frères. Ici, dans la boue de Philippe, ne meurt pas simplement une armée. C'est une génération qui meurt. La ligne de Brutus cède. La fuite, le chaos. Brutus part dans les montagnes avec une poignée d'amis. La nuit est froide, étoilée. Ils sont assis près du feu, comme des bêtes traquées. Brutus regarde le ciel en citant Euripide. Il est calme. Il comprend que la partie est jouée. « Ô vertu !» dit-il avec un sourire amer en s'adressant au vide. « Je t'ai vénéré comme une divinité, mais tu n'étais qu'un mot vide. J'étais ton esclave, et tu étais l'esclave de la fortune. Quel terrible bilan de vie. L'homme qui a tué son père pour une idée réalise au bout du chemin que l'idée était une fiction. Seule la force est réelle. Seule la chance est réelle. Il demande à ses amis de le tuer. Il refuse en sanglotant. Alors il s'adresse à son ami Stratone.
Celui-ci se détourne, tenant l'épée. Brutus se jette poitrine contre la pointe. L'acier traverse, déchirant le cœur qui avait tant souffert pour Rome. Quand au matin Marc-Antoine trouve le corps, il ne rit pas. Il n'ordonne pas de lui trancher la tête, comme l'auraient fait d'autres. Il reste longtemps au-dessus du cadavre de son ennemi, silencieux. Dans ce corps meurtri, il voit le reflet de sa propre grandeur et de sa propre tragédie. C'était le plus noble des Romains, prononce-t-il. Tous les autres conspirateurs ont tué César par envie. Lui seul l'a fait parce qu'il croyait que c'était nécessaire. Antoine ôte son luxueux manteau pourpre. Un tissu lourd, coûteux, brodé d'or. Il en recouvre le corps de Brutus. Le sang écarlate se mêle au pourpre Tyria. C'est un geste de respect du prédateur envers une proie digne. Ou peut-être est-ce un adieu à une époque où l'honneur signifiait encore quelque chose. Mais ne vous laissez pas berner par cette noblesse. À peine le corps est-il caché sous le manteau que le partage commence. Les vainqueurs, Antoine et Octave, se tiennent sur une montagne de cadavres. Le monde leur appartient. Et ce monde doit être partagé. Octave, encore pâle après sa maladie, mais déjà avec un éclat avide dans les yeux, exige l'Italie et l'Occident. Antoine, le véritable triomphateur de Philippe, prend pour lui l'Orient riche et luxueux. Le manteau sur le corps de Brutus était sans doute la seule tache propre de cette histoire, symbole d'une noblesse disparue. Mais maintenant, le manteau est retiré. Plus tard, Antoine exécutera l'esclave qui volera la boucle de ce manteau. Même dans le deuil, il pense à l'argent. Le monde est divisé. Les prédateurs se dispersent dans leurs coins pour digérer leur proie et reprendre des forces avant le nouvel affrontement. Car la jungle est trop étroite pour deux lions. Le pourpre du manteau est resté dans la boue de Macédoine, mais le pourpre du pouvoir les attirait désormais tous les deux. Octave part à Rome pour bâtir un état de pierre et de peur. Antoine part en Orient, à la rencontre de son destin qui porte le nom d'une reine égyptienne. Le manteau de la miséricorde est jeté. Vient le temps de l'acier froid et des baisers brûlants qui coûteront plus cher que des provinces entières. Ce même manteau pourpre dont Antoine a recouvert le corps de Brutus fut le dernier acte de noblesse de cette histoire. Maintenant que les derniers Romains pourrissent dans la terre macédonienne, le monde se fend en deux comme une grenade trop mûre. Et cette faille ne passe pas par les frontières sur la carte, mais par l'essence même de ce que signifie être un homme et un dirigeant. Regardez l'Occident. Ici, dans la ville éternelle, pas de place pour les sentiments. L'Italie est ruinée. Les champs sont brûlés, les vétérans exigent les terres promises, chassant les paysans de leurs maisons. Rome a faim, au sens propre. Le grain n'arrive pas en ville. Pourquoi ? Parce que la mer a été saisie par un fantôme du passé, Sextus Pompée, le fils de ce même Pompée le Grand. Il a rassemblé une flotte de pirates et d'esclaves en fuite, coupé les routes commerciales et tient Rome à la gorge, exigeant sa part de pouvoir. Et c'est là que nous voyons le vrai génie d'Octave. Regardez cet homme maintenant. Il a un peu plus de 20 ans. Ce n'est pas un guerrier. À la bataille de Philippe, il se roulait dans la fièvre. Il ne sait pas mener une cavalerie. Il ne sait pas trancher des têtes. Mais il a un talent qui vaut 100 légions. Il sait trouver les bonnes personnes et les utiliser jusqu'au dernier souffle. À ses côtés, apparaît une figure que l'histoire relègue souvent injustement dans l'ombre. Marcus Vipsanius Agrippa. Retenez ce nom. Si Octave est le cerveau du nouvel empire, alors Agrippa en est les poings de fer. Un homme issu du peuple, au visage taillé dans le granit et aux mains habituées au travail dur. Ingénieur et amiral de génie. Octave lui pose une tâche impossible, détruire les pirates sans avoir de flotte.
Que fait Agrippa? Il ne pleurniche pas. Il accomplit un miracle d'ingénierie. Regardez le lac Averne, près de Naples. Agrippa creuse des canaux, relie le lac à la mer, le transformant en un port secret et protégé. Pendant que Sextus Pompée rit des rats terrestres, Agrippa construit des navires. Des centaines de machines lourdes, peu maniables, mais mortelles. Il entraîne les rameurs sur la terre ferme. Imaginez ce spectacle. Des milliers d'hommes assis sur des bancs creusés dans la terre, apprenant à ramer à l'unisson au son du tambour. Cela a l'air ridicule. Mais quand ces hommes sortent en mer, Sextus Pompée n'a plus envie de rire. À la bataille de Naulok, Agrippa détruit la flotte pirate. La technologie vainc le romantisme du brigandage maritime. Agrippa invente l'arpax, une poutre avec un trochet de fer tiré par une baliste pour agripper mortellement les navires et permettre aux légionnaires d'engager le combat à l'abordage. C'est le triomphe de l'ingénierie, le triomphe du calcul. Octave revient à Rome en vainqueur. Mais il n'organise pas d'orgie ivre. Il construit. Il répare les aqueducs. Il crée un service d'incendie. Il pave les routes. Il établit un ordre des plus stricts. Les Romains, fatigués du chaos, regardent ce jeune homme froid et voient en lui non pas un tyran, mais un gestionnaire efficace. Il ne leur donne pas la liberté, non. Il leur donne du pain et de la prévisibilité. Qu'ils prennent nos voix, pourvu que nos estomacs soient pleins, pense la plèbe. L'Occident se transforme en caserne, stricte, grise, mais sûre. Ici, ça sent le plâtre mouillé, la sueur des ouvriers et le sel de la mer tyrrhénienne. Et maintenant, transportez-vous en Orient. Respirez cet air. Sentez-vous la différence? Ici, ça sent le lotus, le jasmin, les parfums coûteux et la décomposition. Alexandrie, la perle de l'Égypte. Ici, pas de place pour la pierre grise et les visages sévères. Ici règne l'or. Marc-Antoine, vainqueur de Philippe, nouveau Dionysos, comme il se fait appeler, a oublié qu'il est romain. Il a rencontré Cléopâtre. Et cette rencontre est devenue pour lui non seulement une alliance politique, mais une drogue dont il ne décrochera plus. Rappelez-vous cette scène célèbre à Tarse. Cléopâtre navigue vers lui sur un navire aux voiles pourpres et aux rames argentées. Elle repose sous une tente dorée, vêtue en Aphrodite, et autour d'elle, des garçons habillés en amour l'éventent. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est le théâtre de la séduction. Et Antoine, soldat grossier habitué à la vie de camp, tombe dans ce luxe comme dans un édredon moelleux. Il déménage à Alexandrie. Il troque l'inconfortable toge romaine pour une tunique grecque et un pantalon oriental. Il ne boit pas le vin coupé d'eau comme il sied à un Romain, mais pur, jusqu'à perdre connaissance. Cléopâtre dissout des perles inestimables dans du vinaigre et boit ce cocktail par Paris, simplement pour montrer à quel point elle est riche. Et Antoine, envoûté par cette folie, rit et applaudit. Mais derrière cet éclat se cache une catastrophe politique. Antoine commence à se comporter non pas comme un consul de la République, mais comme un sultan oriental. Il organise les donations d'Alexandrie. Imaginez ce crachat au visage de Rome. Antoine et Cléopâtre sont assis sur des trônes d'or. À leurs pieds, les enfants de Cléopâtre. Antoine annonce d'une voix tonitruante qu'il leur offre des provinces romaines. Chypre, la Libye, la Syrie, l'Arménie, la Parthie. Des terres que les légionnaires romains ont conquises de leur sang, cet imbécile amoureux les distribue comme des bonbons aux enfants de sa maîtresse. Il proclame Césarion, fils de César et de Cléopâtre, roi des rois. C'est un défi direct à Octave. Car si César a un vrai fils biologique, alors qui est Octave? Juste un usurpateur avec un papier d'adoption?
le fossé entre l'Occident et l'Orient devient infranchissable. À Rome, Octave marche dans des vêtements simples, tissés à la maison, que l'on dit cousus par sa sœur et sa femme. Bien sûr, c'est un mensonge, mais quel beau mensonge! Il démontre l'ascétisme, la fidélité aux traditions, le respect des dieux ancestraux. Il est l'incarnation des vertus romaines. Et à Alexandrie, Antoine, engraissé, éternellement ivre, couvert d'amulettes, adore les dieux à tête de bête d'Égypte et embrasse les pieds d'une reine étrangère. Octave obtient exactement ce dont il a besoin. Il n'a plus besoin de lutter contre le héros de Philippe. Il doit lutter contre un traître qui a vendu l'honneur romain pour le baiser d'une courtisane. À Rome, des rumeurs commencent à circuler, soigneusement propagées par les agents d'Octave. On dit qu'Antoine veut transférer la capitale de l'Empire à Alexandrie. On dit qu'il veut faire sénateur les eunuques de Cléopâtre. On dit qu'il est ensorcelé. Le forum bourdonne d'indignation. Les vétérans qui adulaient autrefois Antoine crachent maintenant par terre à la mention de son nom. Le monde s'est figé dans l'attente. Deux prédateurs, ayant partagé la peau de l'ours non tué, se regardent maintenant à travers la mer. L'un, froid, calculateur, s'appuyant sur le génie de l'ingénierie et la bureaucratie, l'autre passionné, débauché, s'appuyant sur l'or et le mysticisme. La glace contre le feu, le fer contre la soie. Ce n'est pas simplement le conflit de deux hommes, c'est le choc de civilisation. Et Octave sait, pour vaincre, il ne doit pas simplement tuer Antoine. Il doit détruire sa réputation. Il doit transformer le héros en monstre. Et il a déjà un plan pour le faire. La guerre de l'information qui éclatera dans un instant sera plus terrible que n'importe quelle bataille à l'épée. Octave s'apprête à frapper, non pas avec un poignard, mais avec un rouleau de papyrus. Le document le plus personnel, le plus secret qu'un homme puisse avoir. Il s'apprête à voiler le testament d'Antoine. Et ce sera le début de la fin. Rome, 32 avant notre ère. La chaleur fait fondre les pierres du pavé, mais le degré politique dans la ville est encore plus élevé. Ce qui va se passer maintenant n'a pas d'équivalent dans l'histoire du droit et de la religion. Imaginez un homme qui fait irruption dans le temple le plus sacré de votre foi, tabasse les prêtres, ouvre le coffre-fort contenant les secrets d'État et les déverse à la vue de tous. Dans toute autre situation, la foule l'aurait déchiqueté. Mais cet homme s'appelle Octave, et il sait, on ne juge pas les vainqueurs. Il se dirige vers le temple de Vesta. C'est le cœur de Rome. Ici brûle le feu éternel. Ici sont conservées les reliques les plus secrètes dont dépend la vie de la ville. Et ici, sous la garde des vierges vestales, sont conservés les testaments des grands hommes. C'est une archive inviolable. L'entrée y est interdite aux hommes sous peine de mort. La violence envers une vestale est une malédiction sur toute la lignée. Octave entre dans le temple. Il ne demande pas, il exige. La grande vestale lui barre la route, rappelant la colère des dieux. Octave la repousse. Il se fiche des dieux s'il l'empêche de détruire l'ennemi. Il saisit le rouleau scellé au nom de Marc-Antoine. C'est un cambriolage au niveau de l'État. C'est un crime. Mais Octave sort à la lumière du soleil avec le rouleau à la main, et son visage rayonne de triomphe. Il n'a pas seulement un parchemin dans les mains, il a dans les mains le détonateur qui fera exploser le monde. Il convoque le Sénat. 400 personnes sont assises dans un silence de tombe. Octave brise le sceau de cire. Selon la loi, ouvrir le testament d'une personne vivante est une folie, c'est un tabou. Mais Octave commence à lire. Et à chaque mot,
les visages des sénateurs blêmissent de rage. Antoine a écrit ce testament en étant ivre d'amour et de pouvoir, sans penser qu'il serait lu à Rome. Et il y est écrit exactement ce qu'il faut à Octave. Point 1. Antoine reconnaît Césarion, fils de Cléopâtre, comme le véritable héritier de César. C'est un crachat au visage d'Octave, mais c'est personnel. Point 2. Antoine distribue des terres romaines aux enfants de Cléopâtre. C'est déjà de la haute trahison. Mais le point 3 est le coup de grâce. Antoine demande à être enterré à Alexandrie, aux côtés de Cléopâtre. La salle explose de cris. Comprenez-vous ce que cela signifie pour un Romain? Un Romain doit reposer en terre romaine. Si tu veux être enterré en Égypte, cela signifie que tu n'es plus romain. Tu es égyptien. Tu es un étranger. Tu as trahi la mémoire des ancêtres pour le tombeau luxueux d'un sultan oriental. Octave baisse le rouleau. Il n'a plus besoin de rien dire. Antoine a signé lui-même sa condamnation. La machine de propagande d'Octave, qui tournait au ralenti, s'enclenche maintenant à pleine puissance. Commence la plus grandiose campagne de lavage de cerveau de l'Antiquité. Octave change génialement de focale. S'il déclare la guerre à Antoine, ce sera une guerre civile. De nouveau frère contre frère. De nouveau, un Romain tue un Romain. Le peuple est fatigué de cela. Le peuple n'ira pas se battre. Mais, et si l'ennemi n'était pas Antoine? L'ennemi, c'est elle. Cléopâtre. La prostituée sur le trône. La sorcière du Nil. Octave peint l'image d'un monstre. Elle a empoisonné notre glorieux mais naïf Antoine avec des filtres. Elle veut transférer la capitale de Rome à Alexandrie. Imaginez, crient les orateurs sur les places, vos sénateurs porteront des turbans, vos dieux seront remplacés par des chacals et des crocodiles. Elle veut faire de vous les esclaves de ses eunuques. Cela fonctionne infailliblement. La xénophobie est la drogue la plus puissante pour la foule. Rome est saisie d'une hystérie patriotique. Les gens qui hier encore se souvenaient d'Antoine comme d'un héros, le maudissent maintenant comme l'esclave sexuelle de l'Égyptienne. « Ce n'est pas un homme !» crie-t-on dans les tavernes. « C'est un homme soumis, ayant oublié l'honneur de la toge pour des coussins de soie. » Octave accomplit un autre geste théâtral. Il va au temple de Bellone. Là, selon une coutume ancienne, les prêtres fétiaux doivent déclarer la guerre en lançant une lance ensanglantée sur la terre de l'ennemi. Mais l'ennemi est loin, outre-mer. Octave force le prêtre à lancer la lance sur un lopin de terre déclaré symboliquement « ennemi ». « Je déclare la guerre à Cléopâtre », tonne sa voix. Remarquez, pas un mot sur Antoine. Formellement, Antoine est toujours citoyen romain. Mais s'il se lève pour défendre la sorcière étrangère, il choisira lui-même son destin de traître. C'est un piège juridique dont il n'y a pas d'issue. Toute l'Italie prête serment de fidélité à Octave. C'est le fameux « serment de toute l'Italie ». On retrouve des textes de ce serment sur des tablettes de bronze jusqu'à ce jour. Ce n'est pas une simple mobilisation, c'est la transformation du peuple en un organisme militaire unique. Octave n'est plus l'un des triumvirs, il est le chef, Dux, le sauveur de la civilisation occidentale contre la barbarie orientale. Les impôts montent en flèche. Les citoyens libres donnent un quart de leurs revenus, les affranchis un huitième de leurs biens. Des émeutes éclatent, mais elles sont écrasées avec une cruauté incroyable. Maintenant, c'est une guerre sainte. Qui est contre les impôts est pour Cléopâtre. Celui-là est un traître. Et que font pendant ce temps les amoureux en Orient? Ils rient. Antoine et Cléopâtre organisent sur Samos
des festins sans fin. Il s'appelait l'Alliance des Inimitables dans la vie, et maintenant il crée un nouveau club, l'Alliance des Mortels. Ils jurent de mourir ensemble, magnifiquement et avec pathos. Ils rassemblent des acteurs, des musiciens et des danseurs du monde entier. Pendant que Rome forge le fer et construit des navires, Alexandrie chante et boit. Antoine est sûr de la victoire. Il a plus de légions, il a plus de navires, d'énormes forteresses flottantes, des panthères et des desserts, avec des tours et des éperons de bronze. Il a des montagnes d'or. Octave, pour lui, est toujours ce même gamin morveux qui a volé des papiers dans un temple. Antoine écrit à Octave des lettres insultantes. « Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce parce que je vis avec une reine? Mais c'est ma femme. Et est-ce que je vis avec elle seulement depuis hier? Et toi, avec qui vis-tu? Avec Drusilla? Ou avec Tertulla? Quelle différence où tu le mets quand tu as une érection? » Il ne comprend pas. Il pense encore avec les catégories de la caserne de soldats et de la rivalité masculine. Il ne voit pas que contre lui ne lutte pas un homme, mais un système. Une machine d'État froide et impitoyable, bâtie sur l'idéologie. Octave interdit de nommer Antoine par son nom dans les documents officiels. Il l'efface de l'histoire avant même sa mort. Pour Rome, Antoine n'existe plus. Il n'y a qu'un mercenaire sans nom de la reine égyptienne. La flotte de l'Occident se rassemble dans les ports. 700 navires, 200 000 légionnaires. Agrippa, l'architecte silencieux de la future victoire, vérifie chaque rame, chaque cordage. Il sait, les grands navires d'Antoine sont peu maniables. Et ces liburnes légères, rapides et rapaces comme des piranhas, sont prêtes à déchiqueter ces léviathans. Le monde s'est figé au bord du gouffre. Les deux moitiés de l'Empire, comme deux lutteurs de sumo, sont prêtes à se heurter le front. Mais l'issue de cette bataille ne sera décidée ni par la force des muscles, ni par l'épaisseur de l'armure. Elle sera décidée par la peur. Cette même peur poisseuse qui s'est déjà installée dans le cœur d'Antoine, bien qu'il la noie dans le vin. Il sait qu'il a trahi Rome. Et au fond de son âme, il comprend. Rome ne pardonne pas de telles erreurs. Le vent gonfle les voiles. Les escadres sortent en mer. Cap sur la Grèce. Cap sur le cap d'Actium. Là où s'achèvera l'époque des héros et commencera l'époque des empereurs. L'eau deviendra bientôt rouge, mais pour l'instant la mer est calme et indifférente, comme le visage d'Octave regardant l'horizon. Septembre de l'an 31 avant notre ère. Golfe d'Ambracie. Il fait ici une chaleur telle qu'on croirait pouvoir couper l'air au couteau. Il est collant, imprégné de l'odeur d'algues pourries, d'immondices et de la sueur de dizaines de milliers d'hommes enfermés dans un piège. La flotte de Marc-Antoine, ce léviathan jadis redoutable, ressemble maintenant à une baleine échouée sur le rivage, mourant lentement sous un soleil de plomb. La situation est catastrophique. Pendant qu'Antoine et Cléopâtre festoyaient, Agrippa, ce génie silencieux de la guerre, a saisi les ports-clés et coupé les voies de ravitaillement. Blocus. Dans le camp d'Antoine commence la famine. Les légionnaires mâchent des galettes d'orge mêlées de sable. L'eau fleurit. La dysenterie et le paludisme commencent. Les gens meurent à leur poste, personne pour enterrer leur corps, et la puanteur de la décomposition plane sur le camp comme un lourd linceul. La désertion devient une épidémie. Chaque bruissement nocturne est le bruit des pas de nouveaux sénateurs ou officiers fuyant vers le camp d'Octave. Même les plus proches partent. Gnaeus Domitius Aenobarbus, un homme qui haïssait Cléopâtre de toute son âme, monte dans une barque et vogue vers l'ennemi. Antoine, apprenant cela,
fait un geste beau mais insensé. Il envoie à la suite du traître ses affaires et ses esclaves. Aénobarbus mourra de fièvre quelques jours plus tard. Mais le fait même de sa fuite est une sentence. Les rats fuient parce que le navire a déjà une voie d'eau. Dans la tente d'Antoine règne la paranoïa. Il force les esclaves à goûter la nourriture devant lui, craignant que Cléopâtre ne l'empoisonne pour se réconcilier avec Octave. Cléopâtre, en réponse, trempe une fleur de sa couronne dans du poison, la jette dans une coupe de vin et propose à Antoine de boire. Quand il porte la coupe à ses lèvres, elle arrête sa main. « Si je pouvais vivre sans toi, je t'aurais tué depuis longtemps, » dit-elle. C'est un amour au bord de la folie. Le 2 septembre, le vent tombe. La mer devient lisse comme un miroir. On ne peut plus attendre. Antoine décide de livrer bataille. Mais c'est une bataille étrange. Il ordonne de brûler une partie de ses navires car il n'a tout simplement pas de rameurs. Sur les bancs sont assis non pas des marins expérimentés, mais des paysans chassés des champs qui n'ont jamais vu la mer. Regardez la flotte d'Antoine, ce sont des forteresses flottantes. Monstres énormes, peu maniables, avec des tours bardées de fer. Décers et octères. Ils inspirent l'horreur par leur taille. Contre eux sortent les liburnes légères et agiles d'Octave et d'Agrippa. C'est le combat d'un éléphant contre un essaim de guêpes. La bataille commence à midi. Ce n'est pas l'affrontement dynamique que l'on aime montrer au cinéma. C'est une boucherie lente et lourde. Les navires d'Antoine font du surplace, comme des rochers. Les liburnes tournent autour, les arrosant d'une grêle de flèches et de pierres, brisant les rames, mais craignant de s'approcher pour ne pas tomber sous le coup des lourdes machines ou des crochets d'abordage. Heure après heure. Le craquement du bois, les cris des blessés, le sifflement des projectiles incendiaires. L'eau alentour se couvre de débris et de corps. L'issue de la bataille est incertaine. Le centre tient, le flanc gauche tient. Les soldats sur les ponts, vétérans de Philippe, se battent avec la rage des condamnés. Ils croient en leur général. Ils savent qu'Antoine est le meilleur guerrier de Rome. Il ne peut pas perdre contre un gamin maladif. Et là se produit ce qui fait s'arrêter le temps. À l'arrière de la formation d'Antoine se tiennent 60 navires de Cléopâtre. Sur eux, le trésor. Sur eux, sa suite. Ils ne sont pas entrés dans le combat. Soudain, comme sur ordre, ils hissent les voiles pourpres. Le vent, comme par hasard, commence à souffler vers l'Égypte. Cléopâtre n'attaque pas. Elle n'aide pas les flancs. Elle brise simplement la formation et part en haute mer. Des milliers de personnes, amis et ennemis, se figent en regardant cela. Qu'est-ce que c'est? Une manœuvre? Un contournement par l'arrière? Non. La reine fuit. Elle abandonne à la mort ceux qui se battent pour son trône. Mais le vrai choc est à venir. Marc-Antoine, commandant en chef, idole des légions, l'homme qui par un froid glacial traversait les Alpes à pied et buvait de l'eau sale avec les soldats, voit la voile de sa maîtresse s'éloigner. À cet instant, le général meurt en lui. Le Romain meurt en lui. Il ne reste qu'un vieillard pitoyable, brisé, rendu fou par la passion. Il ne reste pas pour mourir avec ses hommes. Il ne tente pas d'organiser la retraite. Il saute dans une panthère rapide et se lance à la poursuite de la jupe. Imaginez les yeux du centurion qui se tient sur le pont du navire amiral. Il est couvert de sang. Il repousse attaque sur attaque. Et soudain, il voit son général, son père, décamper du champ de bataille comme le dernier des lâches. C'est un coup plus terrible que n'importe quelle épée. C'est une trahison impossible à concevoir. Antoine rattrape le navire de Cléopâtre. On le hisse à bord. Il ne va pas vers elle.
Il passe à la proue du navire, s'assoit, la tête entre les mains, et se fige. Il reste assis ainsi 3 jours. 3 jours de silence. Il comprend ce qu'il a fait. Il vient de vendre le monde entier, son honneur, son armée et son histoire pour une femme. C'est l'échange le plus cher et le plus honteux de l'histoire de l'humanité. Et la bataille d'Actium continue. La flotte, abandonnée par son commandant, se bat jusqu'au soir. Il ne croit pas qu'Antoine a fui. Il est parti chercher du renfort, se disent-ils. Il va revenir. Ils se battent avec le désespoir des héros. Ce n'est que lorsque la nuit tombe et que la mer commence à s'agiter qu'Octave leur propose de se rendre. Mais même alors, l'armée de terre, 19 légions, reste sur le rivage encore 7 jours. 7 jours, ils trempent sous la pluie, rejetant les propositions d'Octave. Ils attendent. Ils regardent l'horizon. Ils ne peuvent pas croire que leur idole s'est transformée en nullité. Le commandant de l'armée, Canidius Crassus, comprenant qu'Antoine ne reviendra pas, s'enfuit à la faveur de la nuit. Ce n'est qu'alors, trahi déjà par tous les commandants, que les légions baissent les aigles. Ce n'est pas une défaite, c'est un effondrement. Octave obtient la victoire, non pas parce qu'il est un génie de la tactique, mais parce que son ennemi a commis un suicide moral. La mer au cap d'Actium se calme. Les vagues lavent le sang des flancs en bois. Octave se tient sur le pont et regarde vers le sud, là où les voiles des fugitifs ont disparu derrière l'horizon. Maintenant, il est le seul maître de Rome. Il n'y a plus de triumvir, plus de collègues. Il n'y a que lui et le vide qu'il faut remplir par son pouvoir. Antoine et Cléopâtre voguent vers Alexandrie. Ils ne rentrent pas chez eux. Ils voguent vers une crypte. Leur navire fend les vagues, laissant derrière lui un sillage d'écume semblable à une cicatrice. Une cicatrice sur le corps de l'histoire qui ne se refermera jamais. Ils ont encore un an de vie devant eux. Un an d'agonie, de festin pendant la peste et d'attente du coup inévitable à la porte. Le coup des légionnaires qui viendront chercher leur tête. Mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, le monde s'est figé dans le silence. Le silence qui survient quand les dieux quittent la terre, laissant les hommes seuls avec leur insignifiance. La République romaine s'est définitivement noyée dans les eaux de la mer Ionienne. Vive l'Empire! Alexandrie, août de l'an 30 avant notre ère. L'air dans le quartier royal est immobile, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant le dénouement. Les fêtes sont finies, la musique s'est tue. On n'entend que le clapotis discret des vagues et les pas des légions d'Octave qui entrent dans la ville, non pas comme des conquérants, mais comme des huissiers venus saisir les biens d'un débiteur. Marc-Antoine, jadis maître de l'Orient, est maintenant enfermé dans sa propre paranoïa et son désespoir. Une rumeur lui parvient. Cléopâtre est morte. Elle s'est suicidée dans son mausolée. C'est un mensonge, une dernière ruse hystérique de la reine, mais Antoine y croit. Et à cet instant, s'éveille en lui la seule chose qui le liait encore à Rome, l'honneur du soldat. S'il n'a pu vaincre, il doit partir dignement. Il ordonne à son esclave Eros de le tuer. L'esclave sort l'épée, arme son bras et se transperce lui-même. Même l'esclave se révèle plus noble que le maître. Antoine regarde le corps mort et hoche la tête. « Tu m'as appris, Eros, comment il faut agir. » Il plonge l'épée dans son ventre. Mais même la mort refuse de le prendre tout de suite. Le coup est raté. Il n'a pas touché le cœur. Antoine tombe sur le divan, se vidant de son sang, suppliant qu'on l'achève. Mais les serviteurs s'enfuient horrifiés. Le grand général se tord de douleur, seul, dans la salle vide du palais. Et là,
arrive un messager de Cléopâtre. Elle est vivante. Imaginez cette moquerie du destin. Il meurt à cause d'une nouvelle qui était fausse. On le porte, mourant, vers le mausolée où s'est enfermée la reine. Les portes sont bloquées. Cléopâtre et 2 de ses servantes descendent des cordes de la fenêtre de l'étage supérieur. Elle tire le corps lourd et ensanglanté d'Antoine vers le haut. Les femmes, s'arrachant les ongles, à bout de force, hissent ce morceau de viande qui était autrefois l'homme le plus fort du monde. Il meurt dans ses bras, tachant ses vêtements royaux de son sang. Dernier baiser, dernier soupir. Le lion romain a rendu l'âme dans la cage de la chatte égyptienne. C'est maintenant au tour d'Octave. Il entre dans Alexandrie. Il est calme. Il a besoin de Cléopâtre. Mais pas morte. Il a besoin de la reine vivante pour la faire défiler enchaînée dans les rues de Rome lors du triomphe. Ce sera la perle de sa victoire. Il lui envoie des gens qui lui promettent clémence, soin, conservation du trône pour ses enfants. Il ment aussi naturellement qu'il respire. Cléopâtre n'est pas stupide. Elle voit ses yeux vides, où il n'y a rien d'autre qu'une calculatrice. Elle comprend. Pour lui, elle n'est pas un être humain. Elle est un trophée, un objet d'exposition. Et elle joue son dernier coup. Un coup qui privera Octave de son prix principal. Elle organise un déjeuner somptueux. Elle écrit à Octave une lettre demandant à être enterré aux côtés d'Antoine et l'envoie. Pendant qu'Octave lit ces lignes et comprend qu'il a été joué, on apporte dans les appartements de la reine un panier de figues. La garde vérifie, il n'y a que des fruits. Mais sous les gros fruits sucrés dort la mort. Un cobra égyptien. Quand les hommes d'Octave enfoncent les portes, tout est fini. Cléopâtre repose sur un lit d'or dans ses plus beaux vêtements. Elle est morte. Une servante est déjà morte à ses pieds. L'autre, titubant, ajuste le diadème sur la tête de sa maîtresse. « Est-ce bien là ?» crie furieusement le Romain qui a fait irruption. « Oui, c'est bien », chuchote la servante mourante, et digne de la descendante de tant de rois. Octave est en rage. On lui a volé son triomphe. Mais c'est un pragmatique. Il reporte aussitôt son attention sur un autre problème. En Égypte, il y a encore un homme qui est plus dangereux que Cléopâtre et Antoine réunis. Césarion, le fils de 17 ans de Jules César, le sang vivant d'un dieu. Tant qu'il respire, Octave n'est qu'un imposteur avec un papier. Le jeune homme est trahi par ses propres professeurs. On l'attrape sur la route de l'Inde. Octave ne le regarde pas dans les yeux. Il prononce simplement une phrase, parodiant Homère. « Avoir beaucoup de César n'est pas bon. » La sentence est signée. Le garçon, dont la seule faute était sa naissance, est tué discrètement, sans jugement ni enquête. Maintenant, Octave est le seul César de l'univers. Les concurrents ne sont pas seulement vaincus, ils sont effacés de l'existence. L'an 29 avant notre ère. Octave retourne à Rome. Vous attendez des répressions? Vous attendez de nouvelles proscriptions? Non. Rome tremble dans l'attente du fouet, mais reçoit du pain d'épices. Octave distribue de l'argent. Il efface les dettes. Il organise des jeux grandioses. Et le plus important, il fait un geste qui fait pleurer les vétérans. Il va au temple de Janus. Les portes de ce temple sont ouvertes quand Rome est en guerre. Elles ont été ouvertes 200 ans. Des rivières de sang ont coulé à travers elles. Les gonds ont rouillé. Mais Octave ordonne de les fermer. Avec un grincement lourd, audible sur tout le forum, les battants de bronze se referment. « La guerre est finie, dit-il. La paix est arrivée. » Rome expire. Les gens, fatigués d'avoir peur, fatigués d'enterrer leurs fils,
sont prêts à embrasser le sable sous ses pieds. Ils se fichent de la liberté de parole. Ils se fichent des élections. Ils veulent le silence. Et Octave leur donne ce silence, de fer, sépulcral, mais le silence. Il accomplit un tour politique génial. Le 13 janvier de l'an 27, il vient au Sénat et dépose ses pouvoirs. « J'ai rendu la République », déclare-t-il. « Maintenant, gouvernez vous-même. » Les sénateurs sont sous le choc. Ils savent que c'est du bluff. Ils savent que s'ils acceptent, les légions les massacreront tout simplement. Ils commencent à le supplier de rester. Ils lui demandent de prendre le pouvoir. C'est un spectacle où la victime supplie le bourreau de lui passer le collier. Octave accepte à contre-cœur. On lui accorde le titre d'Auguste, le Vénérable. Il ne se fait pas appeler roi, ce mot que les Romains haïssent. Il ne se fait pas appeler dictateur. Il se fait modestement appeler princeps, premier parmi les égaux. Mais c'est un mensonge. Il contrôle l'armée, le trésor et les lois. La République que tentaient de sauver Brutus et Cassius s'est transformée en un cadavre qu'Octave a habilement maquillé, assis dans un fauteuil et dont il fait semblant qu'il est vivant. Regardez ce nouveau monde. Il est magnifique. Au lieu d'une Rome de briques, s'élève une Rome de marbre. Les routes sont sûres. Il n'y a plus de pirates. Les provinces prospèrent. C'est la Pax Romana, la paix romaine, l'âge d'or. Mais approchez-vous. Regardez de plus près les fondations de cette grandeur. Elles reposent sur les os de Cicéron, sur les cendres de la ville de Xanthos, sur les cadavres de 300 sénateurs tués lors des proscriptions, sur le sang de Cléopâtre et la trahison d'Antoine. Et c'est là que réside la plus grande, la plus sombre ironie de toute cette histoire. Rappelez-vous les Ides de Mars. Rappelez-vous Brutus avec son poignard ensanglanté. Ils ont tué Jules César parce qu'ils avaient peur qu'il ne devienne roi. Ils voulaient sauver la liberté. Mais par leur meurtre, ils ont déclenché une chaîne d'événements qui a détruit la possibilité même de liberté. Ils ont nettoyé le terrain. Ils ont tué un dictateur indulgent pour libérer le trône pour un empereur implacable. Jules César était un homme qui savait pardonner. Octave Auguste est une machine qui ne connaît pas le mot « pitié ». Les conspirateurs pensaient tuer un tyran. En réalité, ils furent les accoucheurs qui, dans le sang et la boue, ont mis au monde l'Empire. L'ancien monde est mort. Rome n'appartient plus au peuple. Elle appartient à un seul homme. Et cet ordre tiendra 1500 ans. La liberté a été vendue pour la sécurité. Et le marché, certifié par les épées des légions, est reconnu définitif. Vous êtes sur le forum de la Rome rénovée. Autour brille le marbre blanc, les fontaines bruissent, les enfants jouent en sécurité. Personne ne craint que demain ne viennent des assassins. C'est un paradis construit en enfer. Mais posez-vous une question, honnêtement. En regardant cette splendeur et connaissant le prix qu'il a fallu payer, l'ordre que vous voyez autour, valait-il cette rivière de sang que nous venons de traverser ?